de la nécessité pour les Congolais de changer de paradigme. Alors, si je dis que nous devons changer de paradigme, ça veut dire que nous avons déjà un paradigme. Parce qu'on ne peut pas changer s'il n'y a déjà pas quelque chose qui existe. Donc, voilà. Alors, je crois, c'est intéressant, que je passe par des exemples plutôt que de vous donner une définition du concept. Je pense que les exemples que je vais donner vont mieux illustrer ce que j'ai envie de dire que de donner tout de suite une définition du concept paradigme. Alors, donc mon propos est structuré en 3 parties. Naturellement, donc la première partie, c'est la définition du concept paradigme. Et dans la deuxième partie, puisque le thème lui-même dit de la nécessité pour les grands changements de paradigme, je vais mettre en exergue, donc dans la deuxième partie, notre paradigme à nous, Congolais. Et dans la troisième partie, je vais essayer de vous montrer pourquoi nous devons nécessairement changer de paradigme. Alors, la première partie, dans la direction du concept, je vais vous prendre des petits exemples. Souvent, dans notre imaginaire de Congolais, nous avons certaines vérités qu'on croit ignorables. Elles sont là parce que nous sommes nés dans un environnement qui a déjà une certaine réalité et nous, quand on arrive, nous reproduisons, sinon nous enregistrons tout ce qui existe et nous les reproduisons chaque fois que nous avons à réagir. Donc, je vous prends par exemple un exemple. Bon, souvent, nous disons, dans ma famille, personne ne réussit parce que, quoi que nous fassions, dans ma famille, personne ne réussit quoi que nous fassions. Il y a trop de sorciers. Ça, c'est un paradigme. Oui, je reprends. Dans ma famille, personne ne réussit quoi que nous fassions. Il y a trop de sorciers. C'est un paradigme. Deuxième exemple. Vous voyez, le Congo aujourd'hui a des problèmes financiers. Et dans notre mentalité à nous, tant qu'on ne tend pas la main à l'extérieur, pour bénéficier de l'aumône de l'extérieur, on se dit toujours, ah, comment on va faire? Donc, dans notre cas, nous disons souvent, ah, mais si on ne fait pas appel au Fonds monétaire, on va faire comment? On est foutu. On est foutu. Ça aussi, c'est un paradigme. Je vous prends un troisième exemple. On peut par exemple dire, ça c'est des choses que nous vivons dans nos familles, même nous tous nous pensons comme ça. Hein? Même si peut-être il y a un qui ne pense pas comme ça, mais d'une manière générale, c'est comme ça que nous voyons les choses. Et il y en a par exemple qui disent que dans sa famille, Dieu leur a fait grâce. Et chaque fois qu'ils touchent quelque chose, il faut y avoir un bouton. Il y en a qui pensent comme ça. Et ça aussi c'est un paradigme. Alors, donc, en fait, c'est pour vous dire, en fait, le paradigme, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une façon que nous avons de nous représenter les choses. C'est une façon à nous de concevoir les choses. C'est une façon à nous de penser, d'agir. C'est-à-dire, lorsque moi, je suis né, vous savez, ma tête, c'est comme un ordinateur, non? J'ai un cerveau, c'est mon ordinateur. Mais quand j'arrive au monde, mon ordinateur est vide, c'est-à-dire mon cerveau est vide. Mais puisque je vis dans un environnement où il y a déjà des gens qui sont là, ça veut dire leur croyance à eux, les informations qu'ils vont m'apporter pendant la durée de ma vie, ce sont ces informations-là qui rentrent dans ma tête. Elles sont là stockées dans ma tête. Et chaque fois que je dois réagir devant une situation, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais appel à ce qui est dans ma tête. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si je dis, si par exemple, je suis dans une famille croyante, n'est-ce pas? Mon père, ma mère
me disent toujours, ah, attention, il faut toujours aller à la messe, il faut toujours prier, parce qu'il existe un Dieu. Tu sais que ce monde, il y a des sorciers. Et donc, pour ne pas être victime des sorciers, il faut prier ton Dieu. Et ça, c'est des choses que tu enregistres dans ta vie. Donc, chaque fois, je prends l'exemple, hein. Par exemple, puisque tu sais que Dieu existe, et tu sais aussi par ailleurs, d'après ce que tu as appris, qu'il y a des sorciers. Ça veut dire, toi, lorsque tu entreprends par exemple un projet, tu te dis, ah, je suis dans un mode d'adversité. Je ne peux pas faire sans me référer à mon Dieu. C'est une croyance que tu as. Donc chaque fois que tu raisonnes, puisque tes parents t'ont appris à Dieu, il y a le diable. Donc chaque fois que tu tires un raisonnement, tu te réfères à Dieu, tu te réfères aussi à la force du sorcier. Donc, nous avons en nous des croyances tenaces. Alors, ouais, donc toutes ces informations que nous avons, d'une manière ou d'une autre, influencent notre façon de faire, notre façon d'analyser les problèmes. Obligatoire. Alors, je vous prends par exemple un exemple. Nous avons, parce qu'en réalité, les informations que nous avons en stock dans notre tête, c'est un peu comme si c'est une boîte à outils. Parce que, comme mes parents m'ont dit qu'il existe Dieu, il existe le diable, ce sont les outils que j'ai pour faire les analyses. En fait, c'est ça. C'est un peu comme un maçon. Le maçon a beau être intelligent, mais s'il a des mauvais outils, ben, la finalité te produira un mauvais travail. C'est-à-dire, s'il a une règle tordue, si au lieu d'avoir un fil normal, il a un fil, je sais pas quoi, en fil de fer. Mais quand tu tires le fil de fer, c'est pas droit. Bon, maintenant, si le maçon, même s'il est intelligent, même s'il est expérimenté, eh ben, s'il monte un mur avec un fil qui n'est pas un fil normal, avec une règle tordue, eh ben, il ne fera que du mauvais boulot. C'est un peu comme chez nous. Si nous avons des paradigmes qui nous amènent vers des réflexes négatifs, ça veut dire que tout ce que nous ferons sera négatif. Mais si nous avons dans notre tête des informations positives, ça veut dire que même dans notre raisonnement, il y a des réflexes pour voir les choses de manière positive. Mais quand je dis il y a des sorciers, mais pour toi, ah, il y a tous les sorciers. Ouais. Tu es limité là, tu es comme enchaîné. Et ces vérités-là, on nous les a inculquées, pas par notre volonté, c'est un peu comme forcé. Puisque quand vous êtes petit, ben, vous ne connaissez rien. Les parents vous disent, nous avons l'expérience, nous sommes venus au monde avant vous, donc voilà le schéma suivant. Vous reproduisez le même schéma. Je vous prends un exemple encore. Souvent, pour ceux qui s'intéressent à la politique, nous-mêmes ici au Congo, souvent il nous arrive de dire, moi j'ai déjà entendu, hein, peut-être si vous n'avez pas entendu ça, mais moi j'ai déjà entendu. Ah, le président Sassou, ça fait presque 40 ans qu'il est au pouvoir. Il est indéboulonnable. Ah, c'est la volonté de Dieu. Ouais. Il y en a qui disent comme ça. Parce que si c'était la volonté des hommes, avec toutes les prières que nous faisons tous les matins, ça soit toujours là. Oh non, ça c'est Dieu qui veut ça. C'est le moindre mal pour nous. Moi j'ai déjà entendu, je ne sais pas si. Oui, c'est des choses qui se disent. Mais quand vous avez des croyances comme ça, c'est-à-dire à la limite, vous-même, vous ne prenez plus une initiative. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Alors, donc, vous voyez comment les informations que nous avons, que nous stockons dans notre tête, comment elles peuvent influencer notre façon de voir les choses. Je me trouve en France quand j'étais étudiant, je vais dans un parc à jeux, et je vois des mamans
arrivaient avec des petits-enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y avait une espèce de jeu bizarre, hein, avec des fers entrelacés, en tout cas. Et je vois les enfants, ça grimpe, ça descend. Les enfants vont même à 2 mètres du sol. Mais ouais, dans mon réflexe africain, je me dis, mais comment ces mamans-là peuvent laisser leurs enfants prendre autant de risques? Non. Le blanc, il sait, dès l'enfance, il faut amener l'enfant à s'affranchir. Oui. Donc, cet enfant-là est conditionné dès le départ, dès l'enfance, à prendre des risques. Mais par contre, nous les Africains, oui, je ne peux pas tolérer que mon enfant aille faire ce petit jeu dangereux. Donc, on a toujours la tendance de protéger les enfants. Mais quand nos enfants grandissent, il y a une grande différence entre le petit blanc et le petit noir. Le petit blanc aura tendance des fois à prendre des risques, alors que le petit noir, puisque ce n'est pas sa faute, dans l'ordre des choses des Africains, il ne faut pas que l'enfant prenne des risques. Chaque fois que l'enfant doit prendre une décision, mais souvent c'est quand même papa, maman qui vient dire ah non, attention, il faut faire ceci. Alors que chez le petit blanc, non, s'il a 18 ans ou je ne sais pas quoi, alors il doit penser par lui-même. Donc vous voyez, le petit blanc grandit avec un paradigme qui est différent du paradigme du petit noir. Ça veut dire que chez le blanc, il développe des réflexes. C'est-à-dire que lui, dans tout ce qu'il fera, il développe des réflexes de s'affranchir de l'omnipotence, de la tutelle du père, il peut prendre des risques par lui-même, alors que chez nous, ce n'est pas ça. Donc, ouais, nous vivons dans 2 mondes. Le petit blanc, vous voyez, très tôt, vous voyez même chez nous, par exemple, moi j'ai un petit garçon, par exemple, supposons que j'ai un garçon de 18 ans, il ne viendrait jamais à l'esprit de mon fils de 18 ans de dire ah papa, je me sens grand, je dois quitter le domicile familial. Même si c'est ça son intention, mais moi père, je lui dis mais tu es fou, comment tu vas faire des trucs? Donc oui, alors que chez le blanc, lorsque l'enfant oui non, il est assez grand, il peut prendre ses responsabilités. Ouais. Donc, nous grandissons dans 2 environnements très très différents. C'est pour ça que vous voyez que souvent chez les blancs, à 18 ans, tu vois le petit blanc est déjà responsable, alors que le petit noir, lui, attend que papa et maman décident pour lui. Alors, donc, je vous ai donné tous ces exemples-là pour vous montrer comment cette affaire de paradigme nous bloque nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple, même au niveau du président de la République et de ses ministres, c'est le produit de notre propre environnement. Quand le président Sassou, depuis son enfance, a toujours appris que chaque fois quand on est en difficulté, il faut tendre la main au Fonds monétaire. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on a été élevés tous, même Sassou. Quand Sassou a en difficulté, la première des choses, il tend la main au FMI. Donc nous avons cultivé et développé chez nous des réflexes d'assister. Quand nous avons un problème, le gouvernement a fait recours au Fonds monétaire, non? Il faut nous aider. On se promène à gauche, à droite, même les partenaires bilatéraux, c'est la France, l'Allemagne, machin, il faut nous aider. Donc, mais vous voyez par exemple chez les Blancs, et quand le Blanc, par exemple, quand le président Sassou fait faire son budget par son ministre des Finances, vous voyez toujours, il y a des lignes, aide bilatérale, aide multilatérale. Mais quand vous voyez dans les budgets des Blancs, il n'y a pas ces choses-là. Vous voyez, il n'y a pas ces choses-là. Parce que là, ils se disent, il faut apprendre à faire avec ses propres moyens. Or, nous avons des réflexes d'assister, il faut toujours tendre la main. Alors, donc, je vous ai mis un peu dans ce petit contexte de paradigme, comment est-ce que nous agissons. Oui, on agit toujours parce que, bon, nous avons développé des petits réflexes qui nous empêchent nous-mêmes des fois de prendre nos responsabilités. Et donc, c'est pour ça que je propose
il faut que nous arrivions à changer le paradigme, à changer notre façon de voir les choses. Tout à l'heure, je disais, vous voyez, chez nous, les Noirs, le temps est infini, c'est-à-dire, bon, le temps n'a pas de limite. Alors que chez le Blanc, quand on a dit, voici, on t'a donné une tâche, tu dois le faire dans un délai de 2 heures, il se débrouille à faire. Parce qu'il y a autre chose à faire. Or, chez nous, la même tâche, où le petit Blanc, qui a toujours développé des réflexes le petit Blanc va le faire en 2 heures, par exemple, nous, on fera peut-être une semaine. Et comme vous êtes présent dans la vie d'un pays, le développement, c'est un processus. C'est-à-dire, le petit Blanc, la tâche que lui il fait en 2 heures, moi je la fais en 1 semaine. Ça veut dire, au finish, le Blanc sera en avance et toi tu seras en retard. Et pour nous les Noirs, les Congolais, c'est dans l'ordre des choses. C'est pour ça que nous devons changer notre façon de voir les choses. Vous voyez, par exemple, le président Sassou, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. Les routes se dégradent. Bon, la vie que nous menons difficile, mais nous sommes tous conscients. Et nous disons tous, ah, il faut qu'il parte parce que vraiment, hein, on va essayer notre carte. Pourtant, nous le pensons. Mais le jour où le président Sassou va dire, je suis candidat à l'élection présidentielle, s'il vous dit, bon, il vous envoie un conteneur de t-shirt de paille, en même temps que nous disons, trop c'est trop, il faut qu'il s'en aille, mais en même temps nous courons pour aller chercher les marinières et les gadgets publicitaires. Ça veut dire qu'inconsciemment, nous sommes en train de créer les conditions pour qu'ils continuent à être là. Inconsciemment. Parce que vous voyez la contradiction. En même temps, tu dis que le président Sassou, il faut qu'il s'en aille. Nous sommes fatigués, rien ne marche. Mais quand tu dis, voici les habits, voici les t-shirts, on court. Mais c'est une façon inconsciente de préparer les conditions pour qu'ils continuent à rester. C'est pour ça que je dis, il faut changer cette façon de faire. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons toujours été élevés dans l'espèce de division ethnique. Vous voyez, non, ça c'est des choses vraies. Hein? Vous voyez, vous allez voir, par exemple, encore maintenant, tu vois, les choses sont en train de bouger un peu. Mais à l'époque, un Babemba allait épouser une femme l'arrêter. Ah, toi, tu vas aller là-bas. Bon, mais c'était vice-versa. Ah, toi, tu vas aller, on va prendre une femme. Ah, ou bien même là-bas. Ah, toi, tu vas aller prendre une Congo. Ah. Donc, vous voyez, l'environnement dans lequel nous a préparé dans cette espèce de division ethnique où le raisonnement, bon, quand par exemple Sassou est au pouvoir, bon, on peut s'entendre collectivement pour dire non. Quand nous souffrons, est-ce qu'il y a des limites? Il n'y a pas de limites. C'est-à-dire, quand on ne paye pas les salaires, mais il n'y a pas de distinction entre un gars du Sud et un gars du Nord. Quand nous souffrons dans nos quartiers, est-ce qu'il y a une limite pour dire, bon, ça c'est les gars du Sud, c'est eux qui souffrent, les gars du Nord ne souffrent pas, ou bien on souffre de la même manière. Mais si on s'accorde pour dire trop c'est trop, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, qu'on prenne des initiatives pour que le président Sassou parte. Oui. Pourtant, sur le principe, on est d'accord, parce que il y a les gens du Sud, il y a les gens du Nord, puisque nous souffrons tous de la même manière. Sur le principe, on est d'accord que non, il faut qu'on commence à s'organiser pour faire partie du président Sassou. Mais lorsque on va se séparer, le frère du Nord, quand il peut-être va rejoindre son quartier, il y a des réflexes, des petits réflexes identitaires qui réagissent, qui ressurgissent dans son cerveau. Ah, mais c'est quand même un frère du Nord, hein? C'est quand même le pouvoir du Nord, comment je vais faire comme ça? C'est comme ça que nous raisonnons. Et quand vous avez un gars du Sud, si d'aventure au pouvoir, c'est le même raisonnement. Les Congolais, c'est comme ça qu'on raisonne. Bon. Et puisque nous avons le pays en partage, le président Sassou là, ça fait bientôt 40 ans qu'il est aux affaires.
il a essayé tous les schémas de développement possibles. Mais tout a échoué. La vérité, c'est ça aussi. Tout a échoué. En 2010, on nous fait la grâce avec la fameuse initiative Pays pauvres très endettés. On nous fait quand même cette grâce d'annuler une bonne partie de notre dette. 8 ans après, on retombe dans le même travers de la dette. Aujourd'hui, là, c'est même pire qu'en 2008. Donc, il a essayé tous les schémas possibles. Ça ne marche pas. Mais il nous revient à nous. Prenons conscience. Ce n'est pas une affaire de Nord-Sud. C'est une affaire du pays. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas d'initiative, ça veut dire pour les plus jeunes, eh bien, il y a eux-mêmes dont l'avenir est hypothéqué, et il y a leurs enfants. Oui. Donc, ce n'est pas. Il ne faut pas réfléchir en termes de nord-sud, machin. Il faut qu'on se ressaisisse. Le pays passe avant tout. Donc, il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on soit capable de mettre des gouvernements opérationnels qui peuvent se battre pour l'intérêt du pays plutôt que ce qu'on voit là. Hein? C'est d'abord le clan, c'est la tribu, mais dans les fameux schémas de développement dont je parle, oui, on a essayé de dire, bon, on a eu le pouvoir, on va essayer de s'organiser à l'intérieur du clan, à l'intérieur de l'ethnie, mais vous voyez que ces schémas n'ont rien donné. Ça n'a rien donné. Il faut qu'on soit capable, à un moment donné, de reconnaître ce qu'on a fait là est mauvais. Il faut changer radicalement notre façon de faire. Et c'est ce que je nous demande à nous tous. Ne voyons pas, moi qui suis du Sud, je ne dois pas voir mon frère du Nord sous le prisme des considérations de ma tribu, vice-versa. Les étudiants n'ont pas de bourse. Est-ce qu'on a dit qu'on a payé les étudiants? Non, on n'a pas payé les étudiants du Sud. Non. On est tous logés à la même enseigne. Mais tout ce que nous savons tous, c'est que le président Sassou travaille mal. Donc, il y a cette prise de conscience qu'il faut avoir. Il faut que nous commençons à reprogrammer nos logiciels mentaux. C'est-à-dire, si on pensait que la tribu passe avant le pays, maintenant il faut comprendre que le pays doit passer avant la tribu. Donc c'est vraiment un changement radical qu'il faut. Le pays appartient à nous tous, il n'appartient à personne. Personne n'a le monopole du pays. Mais si on plaque les vieux schémas qu'on a déjà utilisés, je ne sais pas, mais on restera toujours dans les mêmes situations. Il y a des pays, comme vous voyez, des pays comme le Singapour, la Corée du Sud, mais c'est des pays, en 1960, étaient tous dits des pays pauvres. Mais quand vous allez à Singapour ou, je ne sais pas, en Corée du Sud, vous vous dites, mais c'est pas possible. Donc, comment les autres ont fait? C'est pas des miracles. C'est parce que ils ont fait fonctionner leur tête. Ils se sont dit, la politique de la main tendue là, c'est pas ça. Vous voyez, mais quand on s'adresse par exemple aux Français, venez-nous en aide. Venez-nous en aide. Mais quand le Français a dit, croyez-moi, il agira d'abord pour son propre intérêt, je vous jure. Je vous jure. La preuve, ouais, si vous allez, ouais, nous avons des panafricanistes là qui sont vraiment réveillés là, qui vous parlent par exemple du franc français. Du français pas parlé. Ouais. Mais nous sommes dans un livre d'histoire où les accords qu'on a signés, mais c'est des faux accords. C'est des accords de coloniser à colonisateur. Comment? Moi, je peux vendre mon pétrole à moi. Hein? Si mon pétrole me rapporte, par exemple, 10 000 $, bon, les accords que nous avons avec la France, bon, et à l'époque, toute la recette doit être déposée au trésor français. À l'époque. Donc, ça a duré pendant plus de 28 ans. Et vers 73, ça a commencé en 45.
En fait, les Français nous ont reproduit ce qu'eux-mêmes ont subi avec les Allemands. Donc, ouais, alors que c'est nous quand même qui avons aidé la France de se sortir de l'étau allemand. Non. Ils nous reproduisent le même schéma. Donc, quand vous avez vendu votre pétrole, 10 000 $ à l'époque, toutes les devises, 10 000 $, puisque ce n'est pas vendu en francs CFA, c'est vendu en dollars, en quoi, les 10 000 $ déposés au trésor français. Et quand en 1973, là, les gens commençaient à dire non, quand même, on vous prend tout votre argent et vous développez avec quoi. Donc, après, les gens se disent non, bon, la France dit bon, mais nous sommes quand même généreux, ce n'est plus la totalité, bon, maintenant on va prendre 65%, on va vous laisser 35%. Mon argent en moi, donc c'est un peu comme si toi tu vends ton manioc et ta caisse c'est ma poche à moi. Attends, vous avez déjà vu ça? Et depuis 2005, on dit non, ce n'est plus bon, on baisse, maintenant on arrive jusqu'à 50%. Donc, vous avez votre argent qui est là-bas, mais il n'y a jamais de dite de ce fameux compte d'opération, jamais. Attendez. Donc moi je te prête, je te donne mon argent, mais on ne peut jamais faire le point pour dire, mais il y a combien qui est là depuis qu'on a commencé. Donc, vous voyez. Mais vous voyez par là des petits schémas que nous avons développés, de subordination. Mais il faut qu'on sorte de ça. Quand je parle du changement de paradigme, c'est tout ça. Il faut sortir de tous ces schémas qui nous enchaînent. Sinon, on va se développer comment? Mais quand vous avez vos devises là qui traînent au trésor français, mais pour acheter par exemple des biens aux États-Unis, en Allemagne, ce n'est pas avec les francs CFA qu'on achète, mais c'est avec ces devises. Or, ces devises-là, on ne vous les donne pas. C'est votre propre argent, on ne vous le donne pas. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se développer. C'est pour ça que vous voyez sur le net, il y a des débats très houleux qui disent qu'il faut sortir de cette affaire du franc CFA. Hier, j'ai vu encore une vidéo. Il y a je crois qu'il doit être Zaïwa, je crois. Il va à la banque postale. Enfin, il avait une opération à faire. Et le type arrive avec des CFA. Puisque les Français nous disent le franc CFA est arrimé à l'euro. Ça veut dire que la convertibilité du CFA là est garantie. Donc le type dit, mais à partir du moment où c'est garanti, bon, mais moi je vais faire mon opération avec mes francs CFA. Il arrive, le blanc qui le reçoit dit, non, ça c'est pas l'argent. Oh, comment c'est pas l'argent? Tu n'as jamais entendu parler de francs CFA? Ah non, mais en tout cas il paye ça. Oh, vous êtes bizarre. Les Français nous disent que la convertibilité est garantie. Maintenant, j'amène mes CFA, vous dites. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis, il nous faut sortir de cet enchaînement. Mais pour sortir de là, il faut changer de paradigme. Il faut à un moment donné que nous soyons courageux. Même si c'est dur, il faut prendre le courage. Si le président Sassou fait mal, il faut qu'on prenne un jour le courage et dire non, papa. Ce n'est pas la Mundouki, mais au moins le jour du vote, allons, c'est ça que nous voulons. Parce que comme entre-temps, vous voulez une chose et de son contraire. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes tous mécontents du président Sassou. Mais le jour où il va être en campagne, si un conteneur de vêtements est là, nous allons tous courir. Mais lui, quand il voit ça, il va se dire, mais oh, il m'aime toujours. Donc, ça veut dire quoi? Demain, quand je parle du changement de paradigme, il faut que demain, puisque nous sommes déçus de sa gestion, le jour où il va dire, bon, les Barnais sont là, ou bien venez à mon meeting, même si on nous donne 2000, va en avoir 2000 années de point de vue. Vous voyez, c'est un affront qui est vraiment frontal. Là, il comprend que, ah, mais quand il vous donne 2000, vous avez un meeting, le meeting, mais quand la presse internationale passe, ah, mais il est toujours aimé. Mais c'est vous-même qui encouragez ça. Donc, voilà un peu, de manière brève, un peu cette affaire du paradigme que nous devons changer. Donc, je vous appelle à l'éveil de conscience. Mais je vous conseille, par exemple, Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, qui est notre grand savant,
grand savant noir de l'ère moderne, Cheikh Anta Diop. C'est lui quand même, dans ses recherches, même si les Blancs avaient tordu la vérité, c'est lui quand même dans ses recherches qui nous prouve, qui prouve même aux Blancs, que le premier homme est noir, que tout ce que les Blancs font là, ils sont venus le puiser chez nous, ici. Ce n'est pas une légende, c'est une vérité. Puisque, je vous apprends, peut-être qu'il y en a qui doivent le savoir, parce qu'il y a beaucoup de parmi nous ici qui pensent que, ah non, 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 tout ce que vous voyez que les Blancs font là, ça sort de l'Afrique égyptienne, de l'époque des pharaons. Vous voyez par exemple quand vous voyez les pyramides là en Égypte, mais les Blancs ont cherché, mais comment les gars ont, ils vous soulèvent une brique, je ne sais pas moi, un gros caillou de 10 tonnes, mais comment ils ont fait? Et vous voyez comment sont les pyramides. Donc ils ont même envoyé des engins, je ne sais pas quoi là, pour essayer de voir mais comment on a fait les pyramides, mais comment. Ils n'arrivent pas à savoir, malgré les outils technologiques qu'ils envoient. Il n'y a pas moyen. Comment vous pouvez imaginer que vous allez voir des corps, les momifications des corps, qui datent même de 3000 ans, alors que chez les Blancs, quand ils font leur histoire de momification, chaque 10 minutes, il faut aller traiter le corps, sinon il va pourrir. Mais chez nous, ça est là. Les gens qui... Tu vois, il y en a. Donc c'est pour dire que nous avons été une grande civilisation. Donc, il faut qu'on se réveille. Donc vous pouvez, par exemple, je vous conseille, vous pouvez lire, par exemple, l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. Il est riche dans ses livres. Vous avez même notre confrère, notre compatriote Théophile Obenga, c'était quand même son disciple. Hein. Il a toujours été son disciple d'ailleurs. Obenga, là, nous le négligeons, mais c'est un grand savant. Théophile Obenga, notre compatriote. Oui. Chez nous, les Babembe, on dit, si vous voyez un Babembe en train de danser au coin du village, ce n'est pas un chef Babembe qui l'accueille là, c'est un chef qui vient peut-être de je ne sais pas où là. Donc, honorons aussi nos compatriotes. Théophile Obenga, je vous jure, c'est un grand savant. Donc, il y a beaucoup de choses. Et vous allez même sur le net, toujours pour l'éveil de nos consciences. Vous avez par exemple l'Ivoirien Nicolas Agbou, qui parle de cette affaire du franc CFA, qu'il faut sortir des chèques. Vous pouvez regarder sur le net. Vous pouvez aussi regarder le professeur Kovi Gomez. Vous avez aussi Jean-Philippe Omotunde. Donc, il y a beaucoup de choses sur Internet. Il suffit de taper ces noms, vous allez voir des choses sortir pour l'éveil de notre esprit. Donc, ça veut dire, nous ici, en Afrique, on parle de la Renaissance africaine, mais nous, je pense que nous pouvons aussi dire, c'est nous, maintenant, la Renaissance du Congo. C'est maintenant qu'il faut commencer à poser les bases. Il faut qu'on inscrive les 25 prochaines années comme des années de transition vers le vrai développement, vers l'unité de la nation. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à faire « Oh, ça c'est un gars du Nord, oh, ça c'est un... » Non, 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 papa. Le temps est fini là pour ça. Donc, maintenant là, il faut qu'on commence à poser les bases. Ça ne doit plus attendre. Donc il faut qu'on cesse de toujours raisonner sous le prisme de son ethnie, de sa tribu. Ah, comme ça, c'est un de chez moi. Ah non, non, non. Ah, comme je ne sais pas quoi, si, bon, un gars du Sud. Ah non, non. Le pays reste le pays. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire à propos du concept du paradigme. Bon. Maintenant, comme c'est une petite causerie, je me prête volontiers au jeu de questions-réponses. Le paradigme, c'est l'éveil des consciences, comme on l'avait bien dit. La prise de conscience. Comment, moi, en tant que jeune, nous, en tant que jeunes, avec tout ce que nous savons aujourd'hui, mais cette jeunesse qui est remise au second plan, nous n'avons pas de possibilité
avoir de petites formations, il faut pleurer, il faut tendre la main, il faut faire la courbette. Comment nous allons peut-être, moi j'attendais aussi voir l'esprit peut-être de l'entrepreneuriat dans la dynamique de ce paradigme. Le paradigme peut aussi contribuer à donner cette face de l'entrepreneuriat, cette face de créativité des petites activités, pour éviter que la jeunesse soit sous le joug, sous la domination. Plus loin, on peut voir aussi le paradigme comme un instrument ou le reflet de l'autonomisation de notre conscience. Maintenant, comment nous pouvons faire asseoir ce paradigme dans l'idéogénèse de chaque Congolais? Comment les procédures que nous allons faire? C'est bien pour de faire des réunions, des conférences. Nous avons vu la conférence nationale souveraine, on a parlé des vérités. Est-ce que ces vérités ont-elles intégré le logiciel mental afin de les appliquer? Sur le plan politique, en fait, la politique, certaines personnes abordent avec beaucoup de frilosité, avec beaucoup de crainte. Autrement dit, c'est parfois un terrain glissant. Mais dans la vie, il faut parfois prendre des risques pour réussir. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. Si vous voulez évoluer, il faut faire la révolution. Et on a vu que les grands pays du monde ont réussi parce qu'ils ont souffert. Nous avons la Russie, nous avons la France, nous avons les États-Unis. Avec beaucoup de problèmes que ces pays ont connus aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont mondiaux. Nous avons la Chine, bien que géant au pied d'argile, mais la Chine influence. Nous avons aujourd'hui, par exemple, Ping Ping, son pays, il influence. Donc, sur le plan politique, comme vous l'avez développé, nous, Congolais, nous sommes aujourd'hui comme des pions, comme des instruments de manipulation de ces dirigeants politiques aujourd'hui. Pourquoi? La réponse est très simple. La pauvreté caractérisée. C'est ça le mot qui mine. Parce qu'on est tellement pauvre. Vous avez parlé des mariniers, vous avez parlé des billets. Mais chez nous, ça n'existe plus, des petits 1000 francs qu'on donne. Chez moi, il venait là-bas, une maman qui fait 2 ou 3 semaines, qui n'a même pas 100 francs. Et quand le pouvoir en place, il lui donner un billet de 5000 qui sort de la LCB ou du CESO ou du Trésor public. Mais cette maman, cette jeune va trembler. Il risque de faire même ce qu'on appelle des génuflexions devant la personne. Cette façon de merci beaucoup, monsieur. C'est vrai, le respect existe, la garantie existe. Sur le plan politique, comment nous pouvons aussi atteindre ces objectifs de face à ce phénomène? Une proposition, voire une contribution. N'est-il pas possible à la longue de supprimer le problème de donner les marinières, de donner les petites caisses? Ça peut aussi permettre à ce que le Congolais n'attend plus les 2000 francs là. C'est un aspect très important. Si on fait comme les campagnes à l'américaine là-bas, on n'attend plus de l'argent dans les pays développés. Mais on attend le projet des sociétés. On vote par rapport au projet. Macron, s'il a réussi parce qu'il a convaincu les Français. Hollande, s'il avait réussi parce qu'il a battu Nicolas Sarkozy, bien que juriste, il l'a battu. Parce qu'il a posé les bases d'une économie. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Donc, sur ce plan, est-ce qu'il n'était pas possible par exemple, d'éradiquer ou d'annuler les problèmes des sommes d'argent, ça nous permettrait peut-être que de changer ce logiciel mental, que de ne pas attendre demain après-demain que bon, X, Y va me donner 5000 francs, ou il va me payer le billet, ou il va me faire ceci. Mais ça nous permettra aussi, ah non, donc je vais voter long par rapport à son projet de société. Merci beaucoup. Ils doivent véritablement prendre conscience, ce sont nos politiques, les acteurs politiques, qui pendant longtemps sont plongés dans le paradigme. Quel est ce paradigme? C'est celui de toujours garder dans leur cervelle que le président Sassou est à vie comme président. Il est né président, il mourra président. Et c'est ce paradigme, permettez-moi, monsieur jeune, qui pousse les opposants, qu'on peut qualifier les opposants de la majorité présidentielle, à toujours continuer de jouer les jeux. Parce qu'un opposant qui se dit aujourd'hui que je dois m'opposer au système, mais qui, dans sa tête, a déjà l'intention que non, c'est toujours le président Sassou qui doit rester là. Nous sommes sans ignorer, peut-être ce n'est pas de façon officielle, mais officieusement, nous savons que non, le président Denis Sassou Nguesso solliciterait certainement un prolongement.
de son mandat, il compte sur qui? Êtes-vous sûr sur les Congolais qui sont chez moi, mes parents qui sont à devenir? Non. Ceux de devenir ont déjà mandaté quelqu'un pour leur représenter. Ceux de Dolisie certainement ont des représentants au Parlement partout. Mais ce sont ceux-là qui sont là pour décevoir. Ce sont ceux-là qui sont là pour leurs propres intérêts, qui doivent toujours continuer à manipuler, marginaliser cette jeunesse pour arriver à leur propre fin. Alors, dire aujourd'hui que non, nous devons changer de paradigme, mais la question qu'il faille se poser, essayer de savoir qu'est-ce qui a poussé les Congolais de se plonger dans ce paradigme. Un exemple, on a assisté au changement de le référendum qui avait changé par PDV, qui avait changé notre constitution. Nous sommes allés aux élections parce que vous avez évoqué les 1000 francs, les t-shirts. Mais vous savez, excusez-moi de l'expression, on dit souvent qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Monsieur Rambayaka venait de l'évoquer. Il y a la pauvreté qui mine vraiment la société congolaise. À 80%, les jeunes soupirent. Les jeunes ne peuvent que faire de la courbette pour avoir quelque chose, venant de la part purement des politiques. Nous sommes allés aux élections. Mais je pense bien que non. Dire aujourd'hui que non, les Congolais doivent changer leur manière de penser. Non, les Congolais ne sont pas là à fantasmer que le président Sassou est indéboulonnable. Non, je ne pense pas. Les Congolais manquent de soutien. Les Congolais ont perdu de confiance. C'est ce qui fait aujourd'hui, quand quelqu'un se lève, passe à la télé pour dire que non, moi je suis opposant. Là où je serai avec ma petite famille, je dirais que non, voilà, l'heure est arrivée. Où chacun veut maintenant se faire un nom. Le leadership qui veut être un vrai opposant pour gagner un peu de la place auprès du président Sassou. Vous voyez ce qu'on nous a inculpé. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est que je vais vous poser, qu'est-ce qui a plongé les Congolais dans ce paradigme? Une fois que nous saurons que non, c'est soit le pouvoir en place, ou bien nos politiques, ce n'est que par là qu'on pourra maintenant changer notre façon de voir les choses. Merci. Monsieur, j'aimerais une fois de plus féliciter monsieur Congo Bulong pour son exposé et surtout pour un thème si important, le changement des paradigmes. En d'autres termes, on peut dire que lorsqu'on parle de paradigme, c'est comme il a su le dire, on parle des représentations. Et lorsqu'on parle des représentations, même du point de vue sociologique, des représentations sociales, généralement, ce sont les idées reçues. Moi, je ne vais pas poser une question, c'est une forme de contribution. Je ne cesse de le dire aujourd'hui, la situation actuelle où nous vivons, il y a une responsabilité collective. Il y a une responsabilité des hommes politiques, il y a une responsabilité de la société tout entière, et ensuite il y a la responsabilité du peuple. Parce que dans un pays, si vous voulez que les choses changent en réalité, c'est le peuple qui doit imprimer le rythme aux hommes politiques. Je ne cesse de le dire. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui au Soudan, Béchir a fait 30 ans au pouvoir, mais le fait qu'il a eu augmenté juste le prix de pain, mais il y a eu une révolution, les gens se sont révolutionnés et aujourd'hui Béchir n'est plus au pouvoir. Certes, il y a eu une préparation lointaine. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà même une forme de changement de paradigme. Parce que le changement de paradigme, c'est par le biais des conférences, le biais des informations. Aujourd'hui au Soudan, ce n'est pas anodin. S'il y a eu un changement, c'est parce qu'il y a eu des professionnels qui ont fait un travail de fond. Donc aujourd'hui, le changement de ce pays viendra de nous-mêmes. Moi, je me rappelle l'ancien ministre sénégalais de la justice, le nom m'échappe, disait toujours que ceux qui détruisent le monde, ce ne sont pas ceux qui font mal, ce sont plutôt ceux qui regardent sans ne rien faire. Si aujourd'hui,
les choses ne changent pas dans le pays, la première responsabilité incombe au peuple. Mais parce que nous avons l'habitude d'observer, regardez là, nous sommes bientôt là, nous serons à la veille des élections. Vous allez constater que les partis politiques ou encore les associations ne se mobilisaient pas, mais à partir de 2020, là, vous allez voir qu'il y aura des manifestations. Mais c'est les mêmes jeunes qui constatent que la plupart de ces hommes politiques n'arrivent sur le terrain qu'à la veille des élections. Et quand on va commencer à donner les 2000 et 5000 francs, mais ils vont oublier toute la période que nous avons connue, la souffrance. Mais parce qu'on lui donne 5 000, 10 000, mais parfois il y a quelqu'un qui a des bonnes idées pour le changement du pays. Il refuse la personne qui prétend changer le pays, mais il accepte quand même les gens qui pillent la République. Mais parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est une stratégie qu'ils ont mis en place. Comment? Pendant les élections, il faut donner de l'argent aux gens pour qu'on me vote. Mais dès lors qu'on me vote, il faut que je récupère mon argent parce que je sais que la prochaine élection, je vais faire la même chose. Donc, le peuple n'arrive pas à comprendre que parfois, c'est les hommes politiques qui font ce jeu-là. Mais nous, au lieu de changer, de trouver quelque chose de nouveau, nous continuons à voter les mêmes personnes, surtout les députés. Vous allez certes, on va vous dire qu'il y a la tricherie, mais d'une part, il y a une responsabilité du peuple congolais. Maintenant, deuxièmement, moi j'ai toujours dit qu'il y a d'une part aussi la mauvaise foi des hommes politiques. Que nous sommes, moi qui parle, je suis un homme politique. Mais lorsque vous vous engagez en politique, l'objectif c'est le changement du pays, c'est contribuer à l'émergence de votre société. Mais dès lors que vous avez les hommes politiques qui viennent en politique parce qu'il n'a pas de vocation, parce qu'il veut assurer sa retraite, ou parce qu'il pense qu'il doit régler la situation de sa famille, vous pensez qu'un tel monsieur peut changer le pays. Donc il y a d'abord une responsabilité collective du point de vue du peuple, et ensuite la responsabilité des hommes politiques que nous sommes, parce que nous avons l'obligation de changer la nation. Donc, monsieur le Diocap, je pense que le changement, ça doit commencer maintenant. En organisant des conférences, nous devons sensibiliser surtout les jeunes qui sont manipulés, parce qu'aujourd'hui dans notre pays, je vous assure, c'est un point de vue, je pense qu'on a détruit même le système éducatif à dessein. Vous allez aujourd'hui à l'université, vous allez trouver un jeune qui a même une licence, soit en droit ou en sociologie, mais il est incapable de vous faire une analyse. Donc il y a un problème, même au niveau de l'université, les gens ne réfléchissent plus. On manipule les universitaires, c'est comme si on manipulait même nos mamans au village. Donc, il y a un problème du point de vue général. Moi, je pense que si nous souhaitons que le Congo avance, le Congo, je le dis chaque jour qui passe, on n'a même pas un problème de crise économique. Le problème, c'est l'homme. Si on peut changer l'homme congolais que nous sommes, les choses vont changer dans ce pays. Et nous essayons de mettre un peu d'amour. On se dit qu'on essaie un minimum d'amour pour le pays, les choses vont changer. Donc, je pense à mon humble avis que le pays, le beau pays que nous avons, que Dieu nous a légué, n'a pas ce problème. Le problème, c'est nous-mêmes. Si nous mettons un peu de volonté, nous allons changer les choses. Je ne pense même pas que nous irons en Europe pour aller étudier là-bas. Je ne pense pas. Donc, si on peut comprendre qu'il y a une responsabilité collective et que chacun de nous essaie de jouer son rôle là où il est, parce que le développement d'un pays, ce n'est pas seulement faire la politique. Même lorsque vous exercez une entreprise, que vous exercez dans une entreprise, vous êtes enseignant, vous pouvez contribuer à l'évolution de votre société. Nous avons aujourd'hui des enseignants qui sont tordus, qui détruisent eux-mêmes l'éducation parce que moyennant 1000 francs, moyennant 2000 francs, ils octroient des notes aux élèves, ils détruisent également le pays. Donc, il y a une responsabilité collective, il y a les interactions de collectivité. Si on peut comprendre ça, je pense que nous pouvons changer ce pays, ce beau pays que Dieu nous a légué. Donc, voici un peu ma petite contribution dans le cadre de notre initiative. Qui a fait une meilleure contribution d'ailleurs, qui n'est pas une petite contribution, mais qui était une grande contribution. Grande. Alors, je voulais un peu le rappeler à Fouti qui disait que bon, pour lui c'était une petite. Non, c'est une grande contribution. Alors, pour revenir à l'interrogation du docteur Pandou, parce que c'est vrai, nous devons changer notre logiciel mental, c'est-à-dire toutes les informations, que nous avons eues depuis que nous sommes nés,
que nous avons vécu notre vie d'enfants, d'adolescents, d'adultes, il y a des choses qui sont restées dans nos têtes de manière tenace. À mon âge, on pourrait enlever ça. Tout ce que j'ai appris depuis que j'étais petit, maintenant à mon âge, mais ça, pour enlever ça, il faut vraiment prendre du fer pour bien frotter pour que ça s'enlève. Donc le docteur Pandi, il dit, oui, c'est vrai qu'il faut changer notre logiciel. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ouais, une fois qu'on a pris conscience, n'est-ce pas, il faut aller à l'action. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand moi je dis, bon, le président Sassou, dans quelques mois là, ce sera les campagnes, il va encore nous déverser des tonnes de marinières. La première chose à faire, si ce qu'on s'est dit ici est rentré dans la tête, ça veut dire, c'est d'aller soi-même dire, même aux enfants, à son entourage, ce monsieur-là, hein, même s'il donne sa marinière, d'abord, la marinière ne va pas faire ta vie. Les 5 000 qu'on va te donner, ça fait. Quand on te donne 5 000, même 10 000 tout de suite, dès que tu vas dans un bar, là, tu rencontres des amis, c'est parti. Mais pourtant, tu n'as pas réglé tes problèmes. Donc, ce que nous avons fait, il y a la première des choses, c'est la prise de conscience. Il faut qu'on comprenne. Je me réfère un peu à Cheikh Anta Diop. Bon. Les Blancs nous ont toujours dit que les Noirs n'ont pas contribué dans tout ce qui est civilisation aujourd'hui, machin, tout ça. Et c'est ça que nous avons eu en tête. À l'époque, les Blancs, quand ils venaient en Afrique, les Français particulièrement chez nous, nos ancêtres, les Gaulois, moi mes ancêtres, moi, ce sont Gaulois, moi c'est un Blanc. Mais on dit quand même, les gens ont chanté ça. Hein? Ouais. On vous a inculqué ça. Donc les Blancs, ils vous ont tordu la vraie version de votre histoire. Bon. Mais quand vous êtes conditionné comme ça, il y a le rêve. Finalement, mais écoutez, c'est celui qui sait raconter l'histoire qui s'attribue la fameuse histoire. Puisque nous-mêmes n'avons pas été capables de... Pourtant les Égyptiens nous ont laissé une grande civilisation, mais nous n'avons pas été capables de transmettre. Donc les Blancs nous ont caché la vérité. Mais quand Cheikh Anta Diop vient, il s'est lui aussi posé des questions, il s'est mis à chercher. Mais quand il s'est mis à chercher, il a découvert que les Blancs nous ont fouillonnés pendant plus de 2000 ans, en nous faisant croire que toute la civilisation, ça vient de chez eux. Alors que tout est venu d'Afrique. Le premier homme est venu d'Afrique. Et c'est le même Africain là qui allait chez les autres. Donc quand vous voyez les Blancs là, c'était à l'origine des Noirs avec la fameuse glaciation des millénaires d'années. Tu vois, les gens ont commencé à se transformer. C'est ça qui a donné les Blancs. Vous voyez par exemple les Indiens. Vous voyez un Indien, sous qu'elle lisse, hein, mais nous autres vous voyez, c'est ça la glaciation. Donc, le fameux blanc là aujourd'hui, à l'origine c'était un noir. Les noirs qui sont partis, qui se sont transformés avec le temps, le climat, tout ça là. Donc, Cheikh Anta Diop, quand il a découvert ça, mais il n'a pas gardé pour lui. Ah non, il faut que j'éveille mon peuple. Cheikh Anta Diop s'est mis à circuler partout, à écrire des livres pour dire non, attention, ne vous laissez pas couillonner par le blanc. N'ayez pas des complexes d'infériorité quand vous voyez un blanc. La civilisation, c'est vous. Vous voyez, par exemple, quand nous étions au collège, on nous parlait des théorèmes de Pythagore, de Thalès. Vous connaissez ça, non? Mais je vous dis que c'est des théorèmes que les Égyptiens, c'est des théorèmes, c'est fait par les Égyptiens, puisque lui-même, Thalès est venu apprendre en Égypte. Mais pourtant, aujourd'hui, on vous dit théorème de Pythagore. Ce n'est pas vrai. C'était un théorème, mais attends. La géométrie, là, quand les Égyptiens montaient les pyramides, vous croyez que ce n'est pas de la géométrie. Pythagore, Thalès est venu apprendre en Égypte. Et lui-même l'a reconnu. Il a même demandé à Pythagore, moi, Thalès, je suis allé apprendre, c'est une grande civilisation, va apprendre, Pythagore est parti. Et aujourd'hui, on vous dit théorème de Pythagore. Non, c'est faux. Donc, Cheikh Anta Diop a établi la vérité pour dire non, ne restez plus complexé devant le blanc. Prenez conscience que vous êtes un grand peuple. Donc, pour répondre au professeur Pandi, je dis, il y a la prise de conscience, mais il y a aussi, il faut qu'on se mette en action maintenant là. C'est-à-dire que quand on sort d'ici, il faut qu'on se mette en action. Que ce qu'on a écouté ici, ce qu'on s'est dit ici, que ça ne soit pas pour nous seuls. Il faut qu'on soit capable, quand on va dans son quartier,
Même dans les comités restreints avec les amis, la famille, attendez. Aujourd'hui, là, nous souffrons tous de la même manière. Il n'y a pas de frontière pour dire non, ça c'est un gars, non, ça c'est un gars du Sud. On souffre tous de la même manière. Mais pour le principe, nous nous disons tous, ah non, Sassou c'est trop, il faut qu'il parte. Mais dans l'action, mais comment, non, moi je me recroqueville dans ma tribu pour dire non, Sassou c'est un gars du Nord, il ne faut pas que c'est quand même le poids de l'eau. Ça, il faut qu'on change, il faut qu'on se mette en action. Parce que le pays passe avant toute autre chose. Donc, prise de conscience, il faut se mettre en action. Il faut propager le message. Il faut dire dorénavant, peut-être il y en a qui ne connaissaient pas, grâce à Cheikh Anta Diop, ce que je viens de vous dire là, c'est la vérité. Ce n'est pas des légendes. En 1974, juste pour un peu d'histoire, déjà même avant 1974, Cheikh Anta Diop avait sa façon de voir les choses, mais qui était contestée par les autres égyptologues, donc d'autres savants. Ah non, c'est faux, c'est faux. Et l'UNESCO lui dit, professeur Anta Diop, est-ce que tu pourrais participer à la rédaction de la grande histoire, un livre sur la grande histoire de l'Afrique noire? Ah, mais comment je vais me mettre à faire un truc comme ça, alors que moi, j'ai mes thèses à moi que je défends, qui sont contestées par les autres. Mais tant qu'on n'a pas réglé cette question avec les autres, comment voulez-vous que je vienne participer à un truc? Mais parce que moi, si je viens, je vais imposer moi mes thèses à moi. Donc, si vous voulez, organiser une grande réunion où tous les savants vont venir, qui font archéologie, qui font égyptologie, on va tous se retrouver. Comme ça, une fois qu'on aura déblayé le terrain, à ce moment-là, je peux venir participer à une œuvre comme ça, mais sans ça, ce n'est pas possible. Et lui, il dit au gars de l'UNESCO, donnez l'information 2 ans avant. Quand on va se retrouver, il ne faut pas qu'on dise, ah non, moi je n'ai pas eu le temps de me préparer, ah non, j'ai été pris de cours. Non, donnez l'information 2 ans avant. Comme ça, quand on va venir, chacun a fourni ses armes, on va parler scientifiquement. Ce n'est pas les légendes. Non, scientifiquement. Et c'est ce qu'il fit fait. En 1974, il se retrouve au Caire. Donc les gens viennent d'Amérique, de partout. Tous les grands égyptologues, même ceux qui combattaient les thèses de Cheikh Anta Diop, tous étaient là. Cheikh Anta Diop dit, moi, même le rapporteur, moi je n'en veux pas. Ben Mossi, hein, eux-mêmes n'ont qu'à mettre les rapporteurs. C'est-à-dire que la synthèse des travaux. Qu'on ne dise pas, ah oui, moi j'ai peut-être... Non, 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 non. Et moi, je ne viendrai qu'avec mon assistant Obenga, Théophile, notre compatriote. Et ils peuvent venir même 1000, 10 000 comme ils veulent, moi je m'en fous. Moi, je viens avec mon Obenga, point barre. Et ils sont allés avec Obenga. Les plans sont là, le gars, il a pris le tableau de démonstration, tap, 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 scientifiquement. Il dit que scientifiquement, ça, on peut aller au laboratoire vérifier, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. À la fin, on lui a donné raison. Ça, c'est peut-être des choses que certains ne connaissent pas, mais c'est la vérité. On lui a donné raison que le premier homme vient d'ici, que toute la civilisation que nous connaissons aujourd'hui, c'est le noir qui l'a créée. Aux États-Unis, là, on dit l'Amérique, là, vers les 1800, là, il y avait un noir américain esclave de son État. Lui te faisait les calculs que fait un ordinateur. Tu pourrais lui dire 15 250 multiplié par 7, moins 4, divisé par 10, plus ceci, il vous donne la réponse à la minute. Mais ce noir, c'était un noir américain qui existait. Mais les blancs ils l'ont jamais dit. Parce que comment on va dire, mais oh, toi tu es esclave, et comment ça? Donc on ne peut pas faire la propagande d'une esclave. Donc c'est pour ça que je vous ai même conseillé. Allez voir les travaux de Cheikh Anta Diop, les Obenga, les Omotouré. Il y a plein de panafricanistes là qui parlent de ces choses-là. Ça va nous éveiller nous tous. Donc, prenons conscience de ce que nous sommes. Si les Blancs sont ce qu'ils sont là, nous aussi, parce que vous voyez, à l'origine, quand vous voyez les États-Unis se créent, c'est une colonie britannique, non? Mais après, avec la guerre d'indépendance, ils se sont libérés.
Bon, à l'époque en question, la Grande-Bretagne, c'était la grande puissance économique, navale, tout, sur tous les plans. C'était l'Angleterre. Mais vous voyez que, au fur et à mesure qu'on avance, la roue tourne. Bon, après l'Angleterre, ça fait plus de 100 ans que l'hégémonie, maintenant, c'est les Américains, en tout et pour tout. Vous voyez, non? Mais de plus en plus, maintenant, là, on va vers l'hégémonie de la Chine. Donc, vous voyez, non, la roue est en train de tourner. Arrivera un moment où nous, oui, vous que ça arrivera. La roue tourne. C'est-à-dire que nous allons être ce que nous avons été dans le passé. Donc, prenons conscience. Regardez d'abord les intérêts de tout le monde plutôt que des petits intérêts égoïstes. Non, moi, non, c'est pas ça. Donc, prenons conscience. Diffusons la bonne nouvelle, commençons par mettre en pratique ce que nous nous disons ici. Si demain on doit partir les marinières, dis à tes enfants, papa, même si tu pars, tu prends, ça veut dire que nous sommes en train de, sans même nous rendre compte, nous sommes en train de préparer le terrain que le président Sassou, que nous contestons tous, continue à rester. Donc prise de conscience et action, c'est ça justement, c'est ça la renaissance. Moi j'ai juste rapporté au contexte congolais. Mais en réalité, il s'agit de ça. Puisque ce que nous vivons, nous, tout ce qui est peuple noir vit ça. C'est-à-dire, même quand vous êtes noir aux États-Unis, eh bien, on continue à croire que non, quand on voit un blanc, on doit se coucher, machin, non. Lorsque le professeur Cheikh Anta Diop était encore en vie, il a fait un voyage aux États-Unis. Et c'est là que Andrew Young, qui était maire d'Atlanta, un noir, hein, c'était le disciple de Martin Luther King. Donc, Andrew Young, on lui dit que non, la civilisation vient en Afrique, il dit c'est pas possible. Donc, il a pris le temps de lire le livre. Et pour honorer Cheikh Anta Diop, lui, maire d'Atlanta, mais il y a des endroits où c'est écrit Cheikh Anta Diop, place Cheikh Anta Diop. Il dit, mais je ne pouvais pas imaginer. Maire d'Atlanta, il dit, mais je ne pouvais pas imaginer que nous sommes à la base de la civilisation. Je ne pouvais pas imaginer. Donc même lui, là où il a vécu, bon, mais c'est le blanc qui a tout créé. C'est pas possible. Ah bon? Il a reçu Cheikh Anta Diop, il a vu, il a dit, il y a des places où vous allez à Atlanta, Cheikh Anta Diop. Donc, il s'agit ici effectivement de la renaissance africaine. Mais puisque j'ai rapporté en fait le sujet sur le cas du Congo, mais en réalité, il s'agit de ça. Renaissance du Congo, renaissance africaine. C'est-à-dire, il y a quand même une imbrication entre le Congo et l'Afrique, non? Ça veut dire, pour que l'Afrique se développe, il faut que les entités là, se développent. Donc, il s'agit de la renaissance africaine, il s'agit de la renaissance du peuple congolais. Donc, il s'agit de ça. Le concept paradigme peut s'appliquer à beaucoup de domaines. C'est-à-dire, il y a des paradigmes qui sont, hein, j'ai pris juste deux exemples, hein, deux domaines, la politique, l'économie, ou je ne sais pas un truc. On aurait pu l'amener ailleurs, il y en a. Donc, les paradigmes, on peut les appliquer partout, partout. C'est-à-dire, nous-mêmes où nous sommes, ouais, souvent, même nous-mêmes là dans la recherche du travail, quand tu as fini tes études, dans ton schéma à toi, c'est comme ça que tu as été élevé, dans ton schéma à toi, quand tu finis les études, tu te dis, je vais trouver du travail, ou je vais à la fonction publique, ou une entreprise m'embauche. C'est comme ça que nous voyons les choses. Or, il y a une troisième possibilité, c'est-à-dire, tu peux créer ton entreprise toi-même. Mais malheureusement, ça nous a toujours échappé. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est comme ça que nous avons appris. C'est comme ça que les plus vieux que nous ont fait. Mais nous, on reproduit ce que les plus vieux ont fait. Oui. Donc ça, je vous prends un exemple. Oui, aujourd'hui, on parle de chômage. Bon. Quelqu'un sort, malheureusement, il n'y a pas de travail. Mais pourtant, il y a encore un domaine où tous les chômeurs là peuvent trouver du travail. Mais c'est le secteur agricole. Il y en a.
Tout ce qu'on mange vient d'où? De chez les Blancs. Mais les Blancs, ils ne sont pas bêtes. Ils nous ont toujours mis dans les chaînes. On peut pas, c'est-à-dire pour les Blancs, il ne faut pas qu'on se libère. Mais si on commence à produire nous-mêmes, eux, ils vont vendre où? Mais quand les Français vous bloquent votre argent au trésor français, mais ils savent, ils vous coincent. Parce que si vous prenez tout votre argent, vous voyez, nous avons les booms pétroliers. Papa, si tout le pétrole qu'on vend, toutes les recettes là, tu vas tous les avoir. Quand vous avez. Mais les Français, ils ont tout fait. Non, mais c'est le même argent que eux-mêmes utilisent. Attends, toi tu vas. Dans les quartiers, nous faisons les petites caisses là, comment on dit là. Nous on va déposer les 100 francs, les petits carnets là. Vous dites ici. Bon alors, donc vous voyez dans le quartier, il y a un gars qui fait ce petit truc là. Tous les jours là, toi tu vas déposer tes 100 francs, tes 100 francs, tes 100 francs. Une année passe, quand tu dis, mais faisons un peu le point. Ah non. Attendez, et c'est normal. C'est quand même ton argent. 40 ans, 50 ans, non, on ne fait jamais le point. Mais ça dit, il te couillon. Ça c'est clair, il te couillon. Il ne veut jamais qu'on fasse le point. Sinon tu vas dire, oh, mais j'ai trop d'argent ici, donne-moi mon argent. C'est ça. Donc, c'est toutes ces chaînes-là, il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Bon, mais nous les jeunes, comment on va contribuer? Ah, papa. Mais, justement, moi je prends juste des petits exemples terre à terre. La contribution, c'est quoi? Si toi, ce qu'on s'est dit ici, si on continue à tout non, si tu penses que ce qu'on vient de faire là est utile pour toi, ah ben, il faut aller le professer ailleurs. Il faut dire aux autres que lorsque le président Sassou nous envoie des tonnes de vêtements, mais quand nous courons aller chercher les marins, les petits gadgets électoraux, mais nous sommes en train inconsciemment de montrer à ce monsieur-là que vraiment tu as encore le peuple avec toi. C'est inconscient là. C'est-à-dire que pourtant, toi-même tu te dis, non, il faut qu'on en finisse avec. Mais en même temps, tu as des réflexes contradictoires. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, même si tu invites, tu ne vas pas. Non, honnêtement. Si quelqu'un tu vois qu'il y a un gars, et si tu invites, tu ne vas pas. Or, chez nous, on nous donne 2000, allez, on court au meeting. Pourtant, tu vas sans conviction. Tu vas dire, commence par dire non. Tu me donnes tes 2000, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Tu me donnes ta marlée, je n'en veux pas. Donc, la jeunesse, c'est aussi ça. Vous voyez, aujourd'hui, là, il y a des plus vieux qui montrent la voie aux plus jeunes. Mais ça aussi, vous voyez, par exemple, moi, par exemple, moi, peut-être que moi, mes mots à moi, ne peuvent pas convaincre les gars de ton âge. Mais si toi, tu as écouté mon message, si mon message t'a pénétré, c'est-à-dire que toi, tu as les mots adaptés pour parler aux gens de ta génération. Ouais, moi, j'ai vu un prêtre à Paris. Un jour, on me le présentait. Oh, ça, c'est un prêtre. Ah, un prêtre à Basuka Kuyoka. Vous comprenez le Congo, non? Hein? Basuka Kuyoka. Et bien là, pantalon, chemise. On me dit, c'est un prêtre. Moi, je dis, mais est-ce que c'est vrai que vous êtes prêtre? Oui, je suis un prêtre. Tu es habitué à voir les prêtres avec les robes noires, avec les grosses croix. Je dis, ah oui, mais je suis un prêtre. Mais comment ça? Non. Moi, mon boulot à moi, c'est aller vers les jeunes. Mais si les jeunes me voient venir vers eux en soutane, ils vont fuir. Donc il faut que je m'identifie à eux. Vous savez, quand ils vont voir une robe noire avec une grosse croix sur ma poitrine, ils vont fuir. Mais si j'arrive là, fringué comme eux avec mes cheveux là, j'ai mis les yombos là, bien là, mais ils vont dire ça c'est notre semblable, ils vont m'accueillir. Donc, jeune, Ramba, c'est ça le message que je te donne. Moi peut-être que je n'arrivais pas à convaincre les gens de ton âge, mais toi tu auras les mots adaptés. Je vous dis non. Voilà, c'est ça la contribution. C'est de prendre conscience de dire non, ça, non. Il faut savoir, à un moment donné,
voir ce qui est essentiel dans ta vie, dans la vie de l'autre. Ah non, ça oui, ça non, ça oui. Et tu l'enseignes aux autres. Ramba, mais il n'y a pas de crainte à avoir. C'est-à-dire, non, honnêtement, la Constitution nous autorise de faire des discussions comme ça, même si on critique ça. La Constitution nous l'autorise. Donc, il n'y a pas à dire, ah, mais moi, si je vais rassembler les jeunes, si je passe, les gens vont m'attraper. Ah non, non. Et tu dis, mais attendez, la Constitution m'autorise. Ce n'est pas interdit. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Les croyances acquises en question. Nous avons toujours peur du président Sassou. Oui, non? Donc même quand Sassou ne fait rien, mais toi-même tu as déjà peur. Pourtant Sassou n'a rien fait. Bon, attendez, vous n'avez jamais vu les gens à la télé critiquer quand même Sassou. Et on en voit, non? Mais toi, puisque nous avons grandi dans la crainte du président Sassou, si tu y allais à Mono, vous savez, à l'époque du Mono, même si tu fais l'anniversaire de ta fille à la maison, pourtant l'argent c'est toi-même qui as eu. Tu auras les gars de la sécurité d'État qui vont venir faire des enquêtes. Mais où est-ce qu'il a eu l'argent? Donc nous avons grandi dans la peur du président Sassou. Il faut qu'on brise ces chaînes-là. La fameuse prise de conscience dont je parle, mais c'est tout ça. Il faut qu'on commence à poser les actes maintenant, là. Tu as fait ton temps, tu es congolais, ça, c'est normal, tu es congolais, mais papa, c'est pas possible. Qui savent le modèle que man savait, ça finit jamais. Même si on donne 100 ans au président, ça ne va pas finir le travail. Donc, papa, passe la main. Il faut qu'on comprenne ça. On ne va pas le chasser à coups d'armes, non. Mais c'est à coups de papier bulletin. Ça dit que quand il appelle, qu'il dit un meeting, quand il va là-bas, vide. Quand il lance les mariniers, il dit, oh, il va comprendre que, ah, je crois que les petits Congolais là, on dirait maintenant, là, ils ont compris que. Mais quand vous voyez le secrétaire général du PC, là, ils se sont retrouvés là, au palais du Parlement, de leur fameuse université de la majorité, sortis de la bouche du secrétaire général du PC Ngolo. Ah non, en tout cas, il faut qu'on prenne des initiatives. Pas question de perdre le pouvoir. Vous savez, quand on a perdu le pouvoir d'Elmont, on a trop souffert. Ah, ça, c'est des choses qu'on dit vraiment. C'est pas gentil. Donc, c'est un peu comme pour dire, c'est leur pays, bon, ils peuvent rester 100 ans, 200 ans, bon. Non, le pays, c'est pour nous tous. Ça, c'est même maladroit de dire des trucs comme ça. Quand on a perdu le pouvoir, vous voyez comment on a. Donc, prenons conscience que c'est pas ça. C'est pas ça le pays. Bon, la pauvreté, ben, malheureusement, c'est ça. Mais papa, je prends un exemple. Regarde des femmes Moutoumbo. Hein? Bon. Et le type là, même quand il te voit en route, il veut toujours t'humilier. Oh, donne-moi mon argent, oh, fais-moi ceci, oh, moi je te boxe. Ah! Bon, vraiment. Et curieusement, le type en question, il est plus baraqué que toi. Donc, tu as toujours la peur. Ah! Celui-là, il va m'attraper, il va me dérouler en un coup de poing. Oui, non. Donc tu as peur. Mais arrive un jour où, ah, trop c'est trop, tu dis non, trop c'est trop. Et ce jour-là, tu as un surcroît de courage. Tu dis aujourd'hui, le type là, je vais l'affronter. Et quand tu l'affrontes, voilà, c'est lui qui est à terre, toi tu as tenté de le gamer. Toi-même, tu es stupide. J'étais aussi fort que ça. Voilà. Donc, papa, tout ça là, c'est vrai, il y a la pauvreté. Mais la pauvreté aussi est dans notre tête. Qui te dit que tu es pauvre? La pauvreté, c'est parce que toi, tu la cultives dans ta tête. Tu n'es pas pauvre. Donc, comment pas chasser d'abord ça là? Ces réflexes, oh, je suis pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Qui te dit que toi, tu es pauvre? Et puis la pauvreté, c'est même relatif. Ça aussi peut dire que je suis pauvre par rapport au président américain, non? Hein? C'est ça, non? Mais la pauvreté est relative. Bon, le président américain a beau être président, mais il n'est pas plus riche que le gars de Facebook, Zuckerberg. C'est pas ça. Donc, la pauvreté est relative. Ne dis pas que tu es pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Nous ne sommes pas pauvres dans les quartiers. Ne nous laissons pas faire parce que, ah oui, bon, on est pauvres, dès qu'on me jette un billet, bah attends, tu peux aussi prendre le billet en question, et puis tu vas pas. Donc, c'est tout ça, c'est le fameux paradigme-là qu'il faut chasser. Tu n'es pas pauvre, Rama. C'est pas que j'ai été imprécis. C'est-à-dire, mais moi, quand je parle du Congolais,
je prends le Congolais dans sa globalité. Parce que dans tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire, chacun de nous, dans le changement de paradigme, il est d'abord individuel, il est collectif. Oui, non? Donc, chacun, là où il est, doit faire cet effort-là, hein, de changer cet effort. Je n'ai pas voulu dire, bon, les hommes politiques, hein, les professeurs, hein, non, je les ai mis tous dans le même sac, y compris les jeunes. Mais nous tous là, moi j'ai dit tout à l'heure, le président Sassou a été élevé, tu vois, on attend toujours la main. Quand on a difficulté, il faut aller chez l'oncle, il faut aller tendre la main au voisin. Mais quand il est président de la République, mais il te reproduit le même schéma. Quand il a une difficulté, la première chose c'est quoi? Fonds monétaire, est-ce que tu peux me donner? Mais vous avez déjà entraîné la France dire fonds monétaire, donne-moi. Vous avez déjà entraîné la mairie dire fonds monétaire, donne-moi. Mais c'est nous. Cette culture d'assister là, de dépendance là, c'est ça qu'il faut enlever. Donc, ici, je n'ai pas voulu dire, non, pas de catégorie. C'est-à-dire que le Congolais, d'une manière générale, que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, à peu près nous pensons de la même manière. Je vous dis, à peu près, on pense à peu près de la même façon. Bon, nous avons tous été élevés dans cette espèce un peu de division ethnique. Ça, c'est une réalité. Donc, le petit gars du Sud, lui, il a ces réflexes-là, hein, de repli identitaire. Le petit gars du Nord, il a ces réflexes de repli. Ça, c'est une réalité connue. Donc, même moi, lorsque je dis la chose, je dis Congolais. Parce qu'on se retrouve tous dans ça. Bon, il faut aussi dire la responsabilité, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Nous-mêmes d'abord, papa, si toi, Mumba, si toi tu viens me dire à moi, en tout cas j'ai vu la maison du voisin de là-bas, comme il travaille au trésor, elle est ouverte, comme il a toujours l'argent, Bitcoin volé. Alors chez lui, peut-être qu'on va le trouver, on va voler. Mais moi aussi je peux dire, non, je ne parle pas. C'est pas ça. Je peux aussi dire, je pars pas. Ça ne veut pas dire parce que tu m'as dit, je dois forcément partir. Donc c'est pas parce que l'homme politique vient te tendre un billet de 2000 que ne coûte rien. Non. Non, tu es libre. Mais c'est ça, on dit le fameux changement là. C'est ça. À un moment donné, il faut dire non, monsieur, non. Je suis désolé. Oh non, prends les 2000 francs là. Non, monsieur, je suis désolé. Parce que 2, 3, 4, 10, 10, même lui-même se dit, mais tu vois, la prochaine fois, tenter la même action là, il va dire, il va réfléchir peut-être même 10 fois. Parce que la fois passée, j'ai demandé à Mouma, Mouma dit, monsieur, je suis désolé. J'ai demandé à ma tante, désolé. J'ai dit, il y a même, comment on dirait, phénomène. Oui, non. Eux-mêmes, ils vont commencer par dire, c'est pas la bonne pratique. C'est pas la bonne pratique. Donc, n'ouvrons pas les brèches pour que les gars nous tendent les billets. Mais quand tu arrives, l'homme politique fait sa réunion, tu arrives, j'ai faim. Tu commences à dire, tu as faim. Bon, attends, tu veux qu'il fasse quoi? Bon, s'il est un peu généreux, il va te donner un petit billet. Et puis tu dis, l'autre jour là, j'ai mangé, c'est un peu grâce à lui. Et c'est comme si tu avais maintenant une tête. Non. Même, attends, chacun devient pauvre. Est-ce qu'on court dans la rue pour dire, venez voir, moi je suis pauvre? Non, chacun garde sa pauvreté. Donc, ce n'est pas la peine d'aller étendre sa pauvreté pour que quelqu'un maintenant abuse de toi, te manipule. Donc, sachons mettre des barrages. Non, monsieur, ça non, ça non, ça non. Il faut que nous soyons capables. Bon, voilà, j'ai fait un peu le tour